Maintenant, je vais vous passer la parole. Est-ce que l'exposé que vous venez d'entendre suscite chez vous des questionnements, des réactions, des commentaires, choses à dire? Se tient-elle l'appui sur la paysannerie, sachant que la majorité des paysans à l'époque étaient catholiques et réactionnaires? Quelle est l'idée qui l'a poussé à vouloir s'appuyer sur cette force pour changer la société? Merci. Elle pensait que c'était le seul moyen, d'une part, pour que Paris, la commune, réussisse, parce qu'il fallait qu'il soit soutenu par le reste de la France. Et elle pensait qu'elle a fait tout un article en disant que c'était le même problème. Les ouvriers et les paysans avaient le même problème et les mêmes raisons d'être malheureux, etc. Et donc, il n'y avait que ça qui pourrait sortir les gens de la misère, quoi. Aussi bien ouvriers en ville que paysans à la campagne. Alors, sur quoi elle s'appuyait? Sur ces idées d'égalité, hein, c'est de la justice sociale, l'égalité partout. C'est la même que ce soit à la campagne ou en ville. Et en général, les gens de la ville ne voyaient pas du tout le problème de la campagne, et vice-versa. Hein. Donc les paysans prenaient les Parisiens pour des fous dangereux qui voulaient tout le temps faire la révolution. C'était ça qu'ils voyaient. Donc elle essayait, elle se basait sur ses propres idées, ses propres convictions. Bon, elle a quand même vécu à la campagne pendant 27 ans, elle a vu comment les gens se comportaient, et elle aurait voulu que ça change. Ça vous a pris pour, depuis le début jusqu'à maintenant, on va dire, pour savoir tant de choses sur une femme. Ah ben, ça a été, voilà, ça a été très long. Vos recherches, d'écrire le livre, etc., et de faire des conférences. Il y avait des gens avant moi qui avaient quand même fait des recherches, hein, j'ai pas été la première, mais ça m'a pris les recherches pures au moins 4 ou 5 ans, et puis après l'écriture. Mais ça fait une dizaine d'années, disons, que je m'occupe d'elle. Alors il y a des archives, alors j'ai eu une chance incroyable quand même, parce que ces archives étaient à Amsterdam. Donc je me voyais mal aller consulter toutes ces archives. Il aurait fallu que je reste des mois à Amsterdam, donc c'était pas trop dans les moyens. Et en fait, juste à ce moment-là, quand j'ai commencé à m'y intéresser, ça a été numérisé. Tout a été numérisé. Donc j'ai pu avoir accès à sa correspondance, aux articles de journaux, tout était sur Internet, hein, à la BNF et tout ça, même ses romans en feuilleton. Alors il y a des feuilletons, il y a des romans que j'ai eu beaucoup de mal à lire parce qu'ils sont toujours en feuilleton. Donc il fallait que je lise tous les numéros d'un journal, Le Siècle par exemple. Bon, ça prend beaucoup de temps, c'est sûr, mais il y avait beaucoup de lettres. Elle a quand même... Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu toutes les lettres de son enfance, parce qu'elle les avait gardées quelque part, et puis elle n'est pas revenue, elle a déménagé, sa cousine, je ne sais pas quoi, et donc on les a pas retrouvées. Mais à partir de Paris, même à Lausanne, hein, à Lausanne, son mari avait un journal à la fin, L'Espérance, dans lequel il a publié le mariage scandaleux. Et on a encore des disputes à l'association pour savoir qu'il faudrait éviter le mariage scandaleux parce que c'est quand même plus intéressant. Et il y en a qui voudraient... Enfin, il y a plusieurs éditions. Donc, je ne sais pas quelle édition on choisit. Mais oui, ça prend beaucoup de temps, c'est sûr. Surtout lire les lettres et tout ça, parce que l'écriture, à la plume, hein, elle écrivait tout à la plume. Moi, je me demande comment elle a fait pour écrire tout. Elle écrivait tous les jours à la plume, ses romans et tout ça. Et c'est extraordinaire. Alors, non seulement il y avait l'écriture du roman, des articles, mais des lettres. Elle écrivait à énormément de gens aussi. Et il y en a encore beaucoup. On va les retrouver, il y en a encore. Moi, je pense à la commune, cette révolution qui était la commune, cette commune révolutionnaire. Il y a eu une autre révolution, et c'est celle des femmes. Et à cette révolution-là, dans votre évaluation, quel a été l'apport concret d'André Léo? Et est-ce que cet apport a été plutôt orienté, puisque vous avez intégré ces deux
concept dans le titre de votre livre, plutôt socialiste ou plutôt féministe, en termes d'influence. C'est-à-dire qu'elle est intervenue sur un certain nombre de questions sociales. Elle était membre de la commission du travail, enfin, elle a travaillé avec la commission, et elle a son militantisme féministe s'est aussi manifesté. Alors, je ne sais pas ce que vous avez un peu pas comme résumé, mais à dire sur l'impact qu'elle a pu avoir, l'influence qu'elle a pu avoir dans cette révolution auquel les femmes ont participé. Oui, c'est très difficile. Forcément, les femmes n'étaient pas très bien écoutées quand même, et je ne sais pas... je pense qu'elle faisait l'erreur, qu'ont fait beaucoup de gens après elle, André Léo, de penser que si on faisait une révolution sociale, ça entraînerait une révolution pour les femmes. Mais elle s'est quand même rendue compte assez vite que non, ce n'était pas le cas. Quand elle dit que les révolutionnaires veulent des sujettes, là, elle s'est rendue compte qu'en fait, les deux ne marchaient pas ensemble. Et donc, mais alors vous dire l'influence qu'elle a eue particulièrement, elle, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Je pense qu'elle a eu beaucoup d'influence, mais sur la suite, après, les gens qui, à la fin du 19e siècle, se sont mis à la fin des suffragettes et tout ça, ça a eu plus d'impact après. Parce qu'elle n'était pas spécialement pour le vote. Enfin, un peu. Il fallait pour elle commencer par abroger le code civil, le code de Napoléon, parce que c'est ça qui les empêchait quand même de tout. Et, donc, je pense qu'elle a été au départ, mais il y en a eu d'autres d'ailleurs. Il y avait dès le début du 19e siècle, il y avait des féministes. En fait, moi, ma théorie, c'est qu'il y a toujours eu des féministes. Ça n'existe pas à une époque où il n'y a pas de féministes. Les femmes, elles ont toujours voulu défendre leurs droits. Mais petit à petit, ça s'est empilé, je pense, et ça s'est amélioré. Mais entre la révolution sociale et le féminisme, je pense qu'à l'époque, c'était plutôt la révolution sociale qui l'emportait. Parce que c'était les hommes qui décidaient. Ils n'ont pas fait de loi spécialement. Alors, il y a eu pendant la Commune aussi quelques lois pour les femmes, mais ça a été tellement court. Par exemple, les salaires des instituteurs et des institutrices étaient censés être les mêmes. Ça a été très bref et ça a été supprimé après. Malgré tout, je pense que Jules Ferry, quand il a commencé à faire ses lois et tout ça, c'est quand même un peu inspiré de ce que les femmes avaient fait pendant la Commune. Tu as des questions, Marc? Oui, non. Question, c'est plutôt comment se fait-il qu'en histoire, que les historiens, que l'histoire a oublié ces femmes-là? Les causes sont dans les textes qu'elles donnent. Il faut les reprendre, il faut les connaître. Et il faut effectivement les développer, il faut republier, il faut en parler. Je crois qu'il y a une responsabilité de proposer à des éditeurs, Michel Audin a eu le courage de faire plusieurs, à des éditeurs, que les textes de ces femmes, certains romans, certaines nouvelles, certains textes plus politiques ou plus sociaux soient édités. Et si on ne peut pas, parce que bon, il y a aussi des problèmes pour l'édition, au moins qu'ils soient mis à disposition sur des sites internet, les textes intégrales, parce qu'il y en a quelques-uns à Gallica, mais on est loin du compte. Donc peut-être déjà, à part en parler, l'hommage, et pas seulement l'hommage, mais c'est un outil de l'action, doit être de les faire connaître par tous les moyens possibles, en montrant leur diversité, c'est-à-dire leur capacité à écrire des textes littéraires, avec même parfois cette qualité dans des textes qui ne sont pas littéraires, pour des femmes souvent d'origine sociale modeste, mais qui étaient engagées, et montrer leur qualité littéraire, et en même temps comment elles sont porteuses à leur façon, avec des degrés de militantisme très différents, des idées sociales, et pour l'égalité des genres, du sexe, on voudra un débat là-dessus. Donc oui, moi, ce que je souhaitais le plus, c'est que peut-être que les associations
mettent à disposition ces textes qui sont tous maintenant ouverts. Hein. Il n'y a pas de droit sur aucun texte de cette période. Hein. Les droits ils sont terminés depuis 70 ans, donc il n'y a plus rien de l'époque qui nous empêche de les éditer ou de les mettre. Voilà, donc c'est vers ça qu'il faut aller, me semble-t-il. Et après, les autres choses que l'on peut faire, c'est comme à Lusignan ou à Poitiers, elles ont un ancrage local, même si elles sont à un moment toutes parisiennes, puisque c'est les communards de Paris dont j'ai parlé, et quelques communards d'à Marseille aussi, donc on aurait pu évoquer, mais elles sont toutes parisiennes, donc, mais elles ont toutes des ancrages régionaux, locaux. Il y en a peu qui sont nés à Paris, et donc on peut aussi tenter de les faire connaître par ce biais dans les villes et les régions qui sont plutôt parfois fiers de pouvoir découvrir qu'ils ont dans leur patrimoine littéraire une femme écrivaine qui compte. Voilà, donc il y a peut-être aussi des actions à mener dans cette direction qui a été faite dans la Vienne, peut se retrouver dans d'autres endroits. Et puis, bien sûr, je pensais pour la traduction en russe, si quelqu'un était russophone et qu'il avait la capacité de traduire les écrits de Anna, eh bien, ce serait très, très intéressant. Parce qu'il me semble que l'enjeu, c'est non seulement de ne pas les oublier, mais elle mérite d'être reconnue. Oui, elle mérite d'être reconnue. Oui, elle mérite d'être reconnue. Après, chacun ou chacune peut apprécier la qualité. On n'est pas non plus obligé de dire parce que c'est des femmes, c'est excellent. C'est pas ça non plus l'objectif, hein, bien sûr. Sinon, ça devient pas tenable. Voilà. Mais oui, je pense que beaucoup de ces textes méritent largement d'être connus. Pour vous, les textes en russe, on pense à combien de pages à peu près? Effectivement, c'est une liste qui est que le système, maintenant de la patriarcat, ça n'existe pas trop à l'époque, mais c'est pas trop, n'est pas prononcé de l'époque, mais c'est un système qui donne à l'homme la direction de la femme. Voilà, donc ça, alors pour elle, c'est associé à la lutte, pour beaucoup d'entre elles, c'est associé à la lutte qui donne au capital la domination sur le travailleur. Voilà. Ils s'occupent beaucoup de leur vieille maman, ce que je sais.